Bon, alors nous avons un agenda chargé, alors on va commencer. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à Améliorer l'accouchement en optimisant l'utilisation des utérotoniques, partager l'apprentissage et les outils. Pendant ce webinaire, nous offrons l'interprétation simultanée en français et en anglais. Pour choisir votre langue, cliquez sur l'icône du globe en bas de votre écran. Vous pouvez aussi voir les diapositives en anglais ou en français. En haut de votre écran, vous verrez des options pour voir ces diapositives en anglais ou en français. Diapositive suivante. La suivante. Alors, ce webinaire est organisé par le projet Momentum, financé par l'USAID, qui est une série de subventions travaillant dans plus de 30 pays pour améliorer la santé et le bien-être des individus, des familles et des communautés dans le but ultime d'accélérer la réduction de la mortalité et de l'invalidité maternelle, néonatale et infantile. Aujourd'hui, nous allons avoir des orateurs représentant 4 de ces subventions gérées de manière centralisée. Momentum Leadership national et mondial, Momentum Prestations de soins de santé privée, et ensuite la planification familiale et obstétrique, et ensuite l'accélérateur de connaissances. Alors, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui et nous nous réjouissons de votre participation. Alors, avant de commencer, j'ai quelques petites annonces à faire. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Ensuite, si vous avez des questions à poser aux panélistes, nous vous encourageons à les soumettre par le biais de la fonction Q&A en bas de votre écran. Vous pouvez aussi voter, promouvoir les questions qui vous intéressent. Nos panélistes et leurs collègues vont répondre par écrit dans cet espace. N'hésitez pas à utiliser l'espace de chat normal pour tout commentaire ou réflexion d'ordre général. Alors, comme je sais qu'il y a encore des gens qui sont en train de se connecter, je veux noter encore une fois que vous pouvez voir les diapositives en anglais ou en français. Alors, donc, l'option sera en haut de votre écran. Vous aurez View Options, option d'affichage, et vous pourrez choisir anglais ou français. Alors, nous offrons aussi l'interprétation simultanée en anglais ou en français. Pour choisir votre langue, cliquez sur l'icône du globe en bas de votre écran. Toute personne ici doit choisir une langue. Nous ne recommandons pas de sélectionner Mute Original Audio parce qu'à ce moment-là, vous entendrez seulement l'interprétation et vous louperez peut-être quelque chose. Et c'est la même chose pour l'écrit. Alors, ce webinaire est enregistré. Nous enverrons l'enregistrement et les diapositives après l'événement. Alors, d'abord, Debbie est une conseillère principale avec l'USAID, avec le Bureau pour la santé mondiale. L'interprète s'excuse, le micro de l'intervenante est éteint. Désolée. Alors, on va recommencer. Alors, merci à Francesca d'avoir planté le décor et pour cette introduction. Alors, je tiens à commencer par quelques remerciements aux collègues qui ont contribué à lancer ce travail il y a plusieurs années. Lauren Wilde, aujourd'hui agent de santé de l'USAID au Bénin. Richard Chu, qui a changé de poste à l'USAID. Joshua George, un gynécologue obstétricien résident à l'époque, nos collègues de l'USAID et de l'UNFPA Madagascar et un conseiller inestimable, Sachin Gupta. Alors, nous sommes ici pour parler d'efforts déployés par un certain nombre de projets de la suite Momentum de l'USAID pour améliorer les résultats des accouchements grâce à l'utilisation de médicaments utérotoniques. Ces médicaments sont des outils puissants et essentiels dans la prévention et le traitement du postpartum. Donc, quand ces
médicaments sont utilisés après la naissance. Ces médicaments, l'ocytocine, misoprostol et carbétocine thermostat, sont très sûrs et peuvent prévenir 60 à 70% des hémorragies postpartum. Alors, certains médicaments peuvent être utilisés pour démarrer ou renforcer le travail d'une femme. Euh, Debbie, vous avez éteint votre micro. Je ne sais pas comment j'ai fait cela, mais alors je vais répéter. Certains médicaments utérotoniques peuvent également être utilisés pour démarrer ou renforcer le travail d'une femme. Ocytocine pour l'induction et l'augmentation, miso pour l'induction et ne jamais utiliser HSC à ces fins. Mais ces médicaments doivent être utilisés dans le but prévu et nécessitent des sauvegardes considérables pour éviter tout effet négatif sur la santé de la femme et du fœtus. Alors, le cadrage de Miller et Hall sur les notions de trop peu, trop tard et trop tôt peuvent s'appliquer à l'utilisation du thérotonique, car on craint que pour prévenir et traiter l'HPP, on constate trop souvent que c'est un peu trop peu, trop tard. Donc, la maxime trop tôt peut alors décrire l'utilisation du thérotonique pour le déclenchement et l'augmentation lorsqu'ils sont inutiles et non fondés sur des preuves, en reconnaissant que ces interventions peuvent sauver des vies lorsqu'elles sont utilisées de manière appropriée, mais qu'elles peuvent être nocives lorsqu'elles sont appliquées de manière systématique ou qu'elles ne sont pas utilisées de manière appropriée. Alors, donc, c'est vraiment nous efforçons collectivement de garantir des soins de haute qualité et un usage approprié des médicaments. Aujourd'hui, nous allons entendre 4 exemples de la suite Momentum qui cherche à comprendre, documenter et optimiser l'utilisation des médicaments utérotoniques. Sur l'induction et l'augmentation, les présentateurs vont partager des informations sur les utérotoniques et leur utilisation pendant l'induction et l'augmentation, l'accélération, les risques liés à leur utilisation, les pratiques d'induction et d'augmentation du travail en Inde et en Asie du Sud, avec quelques données de résultats sur la mortinatalité, la mortalité néonatale et le recours aux accouchements par césarienne. Debbie, vous êtes encore mise en sourdine. Je ne sais pas ce qui se passe. Désolée. Merci de m'avoir dit ceci. Alors, sur la prévention et le traitement de l'HPP, nous aurons des présentations sur les utérotoniques et pour la prévention et le traitement de l'HPP. Et donc, nous parlerons de multiples des médicaments et aussi de ce qui se passe au Madagascar. Alors, notre plan pour ce webinaire est de commencer par de courtes présentations des différents membres, des différentes subventions. Alors, pendant les présentations, vous pouvez ajouter des questions dans la boîte de Q&A en bas de votre écran et vos commentaires dans le chat. Les collègues et les présentateurs qui participent également à l'appel peuvent répondre aux questions-réponses. Alors, les participants vont aussi avoir l'opportunité de s'engager avec des experts pendant la session de questions et de réponses. Alors, vous ne pourrez pas parler à ce moment-là, et nous aurons aussi une discussion avec le groupe complet pour parler des leçons apprises à partir de ce travail. Bien que nous ayons des contraintes de temps, écrivez votre question quand même parce que nous allons créer un document après la session pour répondre à toutes ces questions après la fin de l'événement. Alors maintenant, je vais donner la parole à Megan Marcelani, chercheuse, Ariane Labs, Momentum, l'accélérateur de connaissances Momentum. Merci. Je suis très heureuse d'être ici pour présenter ce travail au nom de tous ces membres de l'équipe en Inde qui ont contribué leur temps et leur travail à la compréhension des utérotoniques. Dans le cadre de l'accélérateur des connaissances Momentum, il nous a été demandé de consolider et de résumer la recherche actuelle sur l'utilisation du thérotonique pour le déclenchement et l'accélération du travail en mettant l'accent sur l'un. Nous nous sommes entretenus avec une série de parties prenantes de différents secteurs afin de nous assurer que les informations les plus récentes pouvaient être incluses. Pour commencer, et vous donner quelques informations, quelques antécédents.
Alors, les utérotoniques sont des médicaments qui provoquent des contractions de l'utérus. Ils sont un outil essentiel pour la prévention et le traitement de l'HPP, l'hémorragie postpartum. C'est l'une des causes principales de décès maternels dans le monde. Ils peuvent aussi être utilisés de manière sûre pour démarrer et accélérer le travail. Alors, il y a une différence clé dans l'utérotonique avant l'accouchement et après. Euh, L'OMS, donc la norme, c'est d'avoir ceci avant l'accouchement, mais pas toutes les femmes ne devraient avoir l'induction de leur accouchement parce que il y a un risque. Alors, une surveillance adéquate, y compris un personnel suffisant pour s'assurer que les femmes ne sont jamais laissées sans surveillance, et un personnel qualifié capable d'évaluer correctement la patiente et de reconnaître et d'agir en cas de détresse de la mère ou du fœtus. Ceci est essentiel pour la bonne utilisation de ces médicaments. Il y a beaucoup de conséquences sur la santé sur la mauvaise utilisation. Ce serait par exemple l'asphyxie à la naissance, la mortinescence et la mort néonatale précoce, ainsi que l'augmentation du nombre de césariennes d'urgence. Donc, l'asphyxie à la naissance, alors pour quelques antécédents, je pense que beaucoup d'entre vous en savent plus que moi en fait, c'est surtout une insuffisance respiratoire. C'est l'une des principales causes de mortinatalité et de décès des nouveau-nés. Et bien que de nombreux facteurs peuvent conduire à l'asphyxie, l'utilisation judicieuse du thérotonique pendant le travail en est un. Les césariennes augmentent le risque de complications et les coûts. L'induction du travail à l'aide du thérotonique sans sauvegarde, euh, datation gestationnelle, protocole standard, surveillance active, ceci peut augmenter le besoin de césarienne d'urgence. Les effets les plus néfastes concernent le fœtus ou le nouveau-né. Une étude systématique récente a établi un lien entre l'augmentation du travail et la mortinescence, la mortalité du premier jour et d'autres résultats clés. Et donc, en fait, la réduction de l'utilisation systématique non indiquée et non surveillée du thérotonique pendant le travail peut sauver des vies. Comme nous le savons, l'Inde est une force très influente dans le domaine des soins maternels et néonatals à l'échelle mondiale. Il existe une opportunité de mener un changement sur cette question de la surmédicalisation de l'accouchement, compte tenu des programmes d'amélioration de la qualité avant-gardistes et des efforts tels que la Kisha et Dakshata. L'Inde est très bien placée pour mener l'effort de réduire la morbidité et la mortalité évitables. Et voilà sur ce quoi on nous a demandé de nous focaliser au début de ces efforts. Alors jusqu'à présent, cette histoire semble simple en ce qui concerne les effets néfastes potentiels d'une mauvaise utilisation d'un médicament. Cependant, l'utilisation non surveillée du thérotonique reste très courante et on vous en parlera aussi dans la présentation puissante. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de différences entre l'induction du travail et l'accélération du travail en Inde. Alors, une étude systématique réalisée a révélé que les taux d'induction et d'augmentation du travail variaient considérablement en Inde et étaient très présents en Inde. Alors, pourquoi? Donc, d'après la documentation et les entretiens avec les informateurs clés, il y a plusieurs raisons. Alors, il y a les pratiques héritées du passé. Donc, ceux qui sont passés de praticien à praticien dans les facultés de médecine. Ensuite, il y a la logistique pour gagner du temps en raison du nombre limité de lits et de personnel. Et bien sûr, il y a la demande de la part des patients et des familles. Beaucoup de ces praticiens veulent répondre à ces demandes. Et il y a cette faible perception des effets nuisibles. Donc, les patients et leurs familles considèrent également l'utilisation du thérotonique pendant le travail comme positive, car toute perfusion ou injection intraveineuse tend à être considérée comme un bon soin.
Et donc, on n'a pas vraiment de perception du fait que ceci pourrait nuire. À l'échelle actuelle d'utilisation en Inde, l'utilisation irrationnelle du thérotonique peut avoir des effets majeurs sur la santé. Alors, quelles sont les directives? Il y a de bonnes directives mondiales et spécifiques à l'Inde qui existent à propos de l'augmentation et le déclenchement du travail, mais l'adhésion est limitée. Alors, il y a des lacunes qui ont été identifiées dans la littérature et pendant les entretiens avec les parties prenantes, les protocoles, les définitions au sein de ces directives elles-mêmes. Alors, malgré ce potentiel d'effet nuisible, il y a une utilisation assez habituelle. Alors, l'une des choses que nous avons entendues, oh, ben ça, oui, ça peut nuire, mais un tout petit peu, ça ne va pas faire grand-chose. Nous mesurons pas les ingrédients lorsque nous cuisons, il s'agit d'un peu de ceci et d'un peu de cela, et cette attitude s'étend à l'administration des médicaments. Alors, prochaines étapes. Alors, c'est une présentation, une brève présentation. Avec la consolidation de ces résultats, il est important de reconnaître les actions qui sont maintenant nécessaires pour aller de l'avant et mettre fin à ces effets nocifs évitables. Alors, tout d'abord, il faut créer un consensus et sensibiliser les médecins, les infirmières, le personnel, les familles à propos des effets négatifs sur la santé. Et on doit vraiment standardiser les choses. Donc, on doit consolider les programmes de recherche, résoudre les ambiguïtés des lignes directrices, explorer des stratégies pour améliorer la sécurité de l'utilisation et ensuite obtenir un soutien conjoint du secteur public et du secteur privé et des groupes communautaires. Alors, finalement, je suis vraiment heureuse d'avoir pu faire cette présentation aujourd'hui et maintenant, je rends la parole à Debbie. Alors, merci à une très belle présentation. Alors maintenant, Dr. Giovanni, qui est obstétricien gynécologue de la London School d'hygiène et de médecine tropicale et qui a travaillé sur le projet sur la chirurgie sûre. Alors, à vous la parole. Merci, Déborah, pour cette aimable présentation. C'est mon plaisir de partager les résultats de notre revue systématique sur l'induction du travail en Inde. Alors, pour commencer, je veux reconnaître les contributions de Dr. Louise Tinade, Dr. Rudy G. Pitroff et Dr. Vandana Tripathi. Alors voilà les points que je vais aborder. Alors, on sait que les résultats sont souvent moins bons quand le travail est induit ou accéléré. Alors, l'utilisation de produits pharmaceutiques pour accélérer le travail. Alors, on a aussi identifié la prévalence des inducteurs et de l'accélération qui ne respectent pas les directives de l'OMS. Et bon, je vais parler aussi des expériences des patients en matière d'induction et d'augmentation. Alors, en ce qui concerne la stratégie de recherche, nous avons extrait des ressources publiées et non publiées de 3 douzaines de bases de données. Donc, la période visée s'étendait de 2011 à 2022. Alors, nous avons inclus les ressources rapportant des résultats primaires sur les femmes ayant subi une induction ou une augmentation pour des grossesses viables telles que définies par les protocoles d'études individuelles. Alors, ce diagramme Prisma illustre le processus par lequel les 64 études finales ont été retenues pour l'analyse. Parmi ces études, 59 étaient quantitatives. La répartition des études, incluse par année de publication, est présentée sur ce graphique.
Alors, nous avons trouvé beaucoup d'études sur l'induction et l'augmentation ont été publiées en Inde. Alors, les études indiennes incluses dans cette revue ont été principalement menées dans des établissements de santé publics dans plusieurs États et régions du pays. Alors, on a trouvé de grandes variations dans les mesures et la taille des échantillons. Et ceci, et on a procédé à une méta-analyse. Alors, ceci illustre la distribution des études euh, par rapport à la zone, le site et la zone géographique. Alors, on a trouvé beaucoup de grandes variations dans les pratiques, surtout les régimes et les protocoles utilisés pour l'induction et l'augmentation, l'accélération du travail. Alors, la prévalence de l'augmentation a été très variable à travers les différentes études, passant de 3 à 80, de 10 à 87%. Et l'augmentation était beaucoup plus fréquemment utilisée au niveau de l'induction. Alors, aucune des études n'a fait état du temps écoulé entre la dernière dose d'agent d'augmentation et le début du protocole d'augmentation. Alors, ici, ceci décrit les pratiques d'augmentation et d'induction qui ne s'alignent pas avec les recommandations de l'OMS. Alors, ces études quantitatives ont révélé qu'une femme sur quatre reçoit de l'ocytocine avant même d'arriver dans un établissement de santé. Celles qui accouchent chez elles, les trois quarts reçoivent un médicament d'augmentation. Jusqu'à 25% des femmes qui subissent une augmentation de travail dans les établissements de santé se voient administrer l'agent d'augmentation par la mauvaise voie intramusculaire. Alors, par rapport à la surveillance dont Megan a parlé, la plupart des femmes sont soit non surveillées ou faiblement surveillées pendant ce protocole d'augmentation. Et ceci inclut l'absence de partographe dans 64% des cas et une vérification trop fréquente du rythme cardiaque du fœtus. On a révélé que plus de la moitié des protocoles ne sont pas en ligne avec les lignes directrices de l'OMS. Alors, la décision d'augmenter le travail euh, n'est est souvent non supportée par des indications médicales. L'augmentation est souvent euh, effectuée dans des conditions non appropriées. Alors, il y a son utilisation quasi systématique par des prestataires de soins et sans les compétences nécessaires. La douleur est utilisée en tant qu'indicateur de suivi, en fait. Alors, on a identifié, en fait, des moteurs de ce haut niveau d'augmentation. Alors, du côté des prestataires, l'augmentation, l'accélération de l'accouchement peut servir à gérer les salles de travail d'accouchement surchargées. Du côté de la communauté, l'augmentation est vue comme étant un signe de soins de haute qualité et ceci alimente une forte demande pour cette procédure. Alors, nos messages clés. L'augmentation, l'accélération du travail est vraiment, et l'induction sont utilisées très fréquemment quel que soit le lieu de naissance en Inde. Beaucoup de processus qui ont été inclus dans les études n'adhéraient pas aux lignes directrices de l'OMS ou même de l'Inde. Et les lacunes en matière de qualité des soins reflètent des problèmes normatifs et des problèmes de connaissance. Nous reconnaissons que nos conclusions peuvent ne pas refléter les pratiques actuelles ou émergentes et qu'il existe de nouvelles directrices nationales pour l'amélioration des pratiques.
Alors, ce code QR vous mène à ce qui a été publié donc après cette étude. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les-moi. Alors, merci beaucoup, Giovanni. Alors maintenant, Suzanne Stahl, qui est la directrice de la santé maternelle et néonatale euh, dans le programme national et mondial de Monatal. Et ensuite, Gaurav Sharma, qui est le conseiller technique principal avec JPIGO pour le projet de prestation des soins privés Momentum. Merci Debbie et bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre webinaire. Bonjour, bonsoir. J'aimerais partager les résultats d'une enquête mondiale 2022 que nous avons menée sur les programmes nationaux de prévention et de gestion de l'hémorragie du postpartum, HPP et des troubles hypertensifs liés à la grossesse. Nous allons examiner aujourd'hui les contextes et les méthodes utilisées, nos résultats et enfin un résumé de ces résultats et des recommandations pour les prochaines étapes. Notre contexte nous présente des données qui malheureusement sont très familiers pour nous tous dans ce sens où les causes directes de décès maternels représentent près de 75% des décès maternels dans le monde avec l'hémorragie comme cause principale à 27,1% qui est principalement une caractéristique majeure de la mortalité maternelle. En 2011-2012, on a mené des études pour réduire la mortalité maternelle de HPP et prééclampsie. Depuis ce temps, il y a eu des mises à jour importantes sur les directives mondiales et on voulait examiner comment ces mises à jour ont été intégrées. On voulait aussi étudier les politiques, les produits, la qualité des soins fournis dans le secteur privé, ont été utilisés et comment ceci coïncidait avec ces mises à jour des lignes directrices et comment ces directives ont été intégrées dans les secteurs publics et privés. Et on cherchait finalement à comprendre le rôle des associations professionnelles dans l'élaboration des politiques et à savoir si les lignes directrices actualisées sont intégrées dans les programmes nationaux d'éducation et de formation. Nos méthodes, le calendrier, c'était janvier-mai 2022. Le sondage, l'enquête a été menée dans 31 pays. C'était un échantillonnage de pays prioritaires de l'USAID, des pays de Momentum, ou les pays prioritaires de l'UNFPA. L'instrument d'enquête a été élaboré et validé par un processus robuste et itératif avec la communauté de pratique sur l'hémorragie postpartum, l'équipe de santé maternelle de l'USAID, l'UNFPA et l'équipe de santé maternelle et néonatale de JAPAGO, traduite en français, en espagnol et en portugais, et dirigée par JAPAGO, sauf dans 7 pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, où l'UNFPA a dirigé le processus. Et on a cherché à développer des scores compositifs et les données quantitatives ont été analysées ainsi qu'une analyse thématique des données qualitatives. Je vais donner la parole maintenant à ma collègue Gaurav Sharma pour une discussion, mon collègue Gaurav pour une discussion des résultats. Merci Suzanne. Premier thème que nous avons examiné, c'est la disponibilité des médicaments essentiels et le taux de médicaments essentiels pour l'HPP est très élevé et oxytocine a été l'étalon d'or pour la prévention et le traitement des pilule dessinée. Et on ne le montre pas ici, mais il y avait beaucoup de progrès en matière de comparaison de la disponibilité des enquêtes de 2011 et 2012. Et il est clair qu'il y a eu des améliorations dans les trois domaines. Oxytocine est de plus en plus disponible, c'est-à-dire plus de 90% dans les établissements publics. C'est fourni gratuitement dans les établissements du secteur public. Et il y a de moins en moins de ruptures de stock de l'oxytocine depuis 2011. Comme vous pouvez voir ici,
dans les graphiques ici, il y a toujours beaucoup de travail à faire pour accroître la disponibilité et la qualité, l'assurance de qualité de ces médicaments. C'est aussi encourageant de noter que la disponibilité de mise au cours des 10 dernières années a augmenté aussi de manière significative depuis les dernières années. Pour les lignes directrices nationales, comme vous pouvez voir dans cette graphique, plus de la moitié des pays ont signalé qu'il y a eu une intégration des recommandations dans leurs lignes directrices nationales. La plupart des pays disent qu'ils utilisent à 100% l'oxytocine et l'utilisation de l'oxytocine et la politique prioritaire pour les perfusions de sang et aussi de nouvelles interventions comme UBT, acide, etc. Les injections, cela manque toujours, mais globalement, au cours des 10 dernières années, il y a eu de bons progrès. Comme je l'ai dit, Mixoprocil a été intensifié avec beaucoup de succès en 2011. On se demandait si ceci a été euh, introduit à grande échelle, mais maintenant c'est sur la liste de médicaments essentiels pour un nombre important des pays enquêtés. Troisième thème, c'était sur la qualité des achats et d'approvisionnement des médicaments. Comme vous voyez ici, cette carte des pays avec les scores reçus et c'était varié. Les scores composites montraient un progrès variable d'un pays à l'autre, mais il y a toujours certains défis en matière de qualité de stockage et sécurité de l'oxytocine à travers les pays. Certains ont des taux très élevés, d'autres moins élevés. C'est beaucoup à courir dans très peu de temps, mais je vous encourage à lire le rapport entier. Ceci dit, je vais redonner la parole à Suzanne. Merci, Gaurav. Avec notre quatrième thème, on a examiné le champ d'exercice des sages-femmes comme les prestataires de première ligne dans beaucoup de contextes dans le monde et on voulait savoir si leur champ de pratique a été actualisé pour refléter ces nouvelles lignes directrices et ces initiatives plus récentes. Et on a constaté que malheureusement, comme vous pouvez voir dans cette graphique, l'intégration et l'utilisation de l'UBT et d'autres médicaments n'ont pas été intégrés au même degré dans ces champs d'exercice ou ces documents de champs d'exercice des sages-femmes comme TXA et d'autres médicaments comme Megsoga. Et on voulait aussi examiner le renforcement des capacités et la mise à jour des programmes d'études pour intégrer ces meilleures pratiques. Et la plupart des pays ont signalé que les programmes de cours ont été actualisés et globalement, le secteur privé est un peu en retard en mettant à jour ces lignes ou ou intégrant ces lignes directrices actualisées. Mais nous reconnaissons que ça, c'est quelque chose qui mérite plus d'attention et c'est aussi une source de goulet d'étranglement. Ensuite, les rapports nationaux sur les indicateurs de MNH étaient aussi encourageants parce qu'on a eu des améliorations considérables dans les rapports nationaux sur les principaux indicateurs de couverture de prévalence. 74% des pays déclarent utiliser des outils électroniques contre 43% des pays en 2012 et 87% des pays ont signalé le nombre de femmes atteintes d'éclampsie sévère contre 51% en 2012. Les aspects qualitatifs de ce sondage étaient aussi intéressants pour comprendre les points d'étranglement et goulot d'étranglement et on a consolidé. Désolée de vous interrompre, mais on est peu en retard. Si vous pourriez conclure dans les 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, d'accord, merci. Comme vous pouvez voir, on met l'accent sur les
collaboration du secteur public et privé. C'est une domaine de collaboration continue possible. Merci. Désolé qu'on a donné beaucoup d'informations en très peu de temps, mais juste pour résumer, on a quelques enseignements principaux. Il faut toujours mettre l'accent sur l'intégration des lignes directrices et amplifier l'utilisation des lignes directrices. Suzanne a parlé de l'importance de travailler de plus en plus avec les associations professionnelles et le secteur privé et aussi le champ d'exercice des sages-femmes, surtout pour 2 points, l'enlèvement du placenta et les diagnostics de pré-éclampsie. C'était un défi toujours et donc il faut faire en sorte que ces champs d'exercice sont plus conformes avec les euh, lignes directrices. Et il faut aussi continuer à travailler avec le secteur public et privé dans beaucoup de domaines. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des détails de notre appel à l'action, mais on a identifié plusieurs goulots d'étranglement et plusieurs possibilités d'intervention pour les pays afin de prendre plus de mesures pour réduire les décès de la HPP, à l'HPP. Il y a des rapports de plus de 31 pays. Je vous encourage à voir ces rapports en plus de détails. Merci. Bonjour, merci, je m'excuse. Donc, ensuite, on va retourner à Megan Marks-Delaney qui va faire la dernière présentation sur la carbétocine thermostable et le travail effectué au Madagascar. D'accord, merci Debbie. J'aimerais maintenant vous parler d'une autre histoire à propos d'un effort deutérotonique qui porte sur l'utilisation d'utérotonique après l'accouchement pour prévenir HPP. En partenariat avec le ministère de la Santé publique de Madagascar, l'UNFPA et la mission de l'USAID, nous avons élaboré une proposition de stratégie d'évaluation pour tirer les leçons de l'introduction de la carbotocine thermostable à Madagascar. Je vais partager des informations sur la carbétocine thermostable utilisée à Madagascar et la stratégie d'évaluation proposée qui a été développée. Comme nous savons, l'hémorragie postpartum est une cause majeure de décès maternel et les médicaments utérotoniques constituent une stratégie essentielle pour la prévention. Il y a beaucoup d'enthousiasme au niveau mondial pour ce nouveau médicament pour traiter le HPP. Il s'est avéré aussi efficace que l'oxytocine, mais ne nécessite pas de réfrigération pour rester efficace, ce qui lui confère l'oxytocine dans de nombreux établissements et systèmes de santé où le maintien de la chaîne du foie est difficile et coûteux. En 2019, il a été ajouté à la liste de médicaments essentiels de l'OMS. C'est une bonne nouvelle. L'amélioration des médicaments est une bonne chose, mais leur complexité peut être aussi une source de confusion, surtout si les données probants sur la carbétocine est en évolution. Je suis infirmière et je sais que le changement et les nouvelles complexités qui s'ajoutent à la charge de travail existante peut être intimidant. Ce tableau a été adapté de la revue systématique 2022 Tranéal sur comment utiliser carbétocine thermostable dans les pays à faible ressources. Et on parle vraiment de médicaments différents pour des contextes différents, des médicaments différents pour la prévention par rapport au traitement. C'est beaucoup à vraiment digérer. Il existe aussi des différences au niveau des indications de carbétocine et l'oxytocine. Et ils ne sont pas interchangeables, surtout pour l'induction et l'accélération du travail. Et les données probantes concernent l'utilisation de la carbétocine thermostable pour le traitement de l'HPP. Mais ces données sont en cours d'élaboration toujours. Madagascar est donc l'un des premiers pays à adopter la carbétocine thermostable. Et une recherche sur la mise en œuvre de cette innovation est vraiment très importante. Les enseignements tirés de Madagascar peuvent contribuer à l'ensemble des connaissances mondiales et peut être utilisé pour informer les efforts d'intensification de ce pays ainsi que dans d'autres pays. Il y a d'autres recherches sur la mise en place de la carbétocine thermostable d'un mois à l'autre et ça, c'est quelque chose qui va vraiment nous faire avancer.
Je pourrais aussi parler un peu du déploiement de la carbétocine thermostable à Madagascar. Comme je l'ai dit, en 2019, elle a été ajoutée à la liste de médicaments essentiels. En 2021, le plan d'action national pour les produits de base nouveaux et moins utilisés a été élaboré. Ensuite, de 2021 à 2023, l'approbation nationale a été obtenue pour la carbétocine thermostable, une étape essentielle. La distribution dans les 5 régions et la formation initiale des formateurs. Les parties prenantes se sont réunies en octobre de cette année, de l'octobre dernier, pour réfléchir à l'expérience et à élaborer les plans en vue d'un déploiement à l'échelle nationale en 2026. Au cours de la réunion, nous avons discuté des sources de succès et comment on a pu contourner les obstacles liés à la chaîne du froid et d'autres défis, et aussi les défis liés à l'hésitation et un manque de formation. Au cours de la réunion, nous voulions faire une évaluation et nous avons identifié les sources de données existantes qui pourraient être exploitées pour minimiser la charge de collecte de données dans la mesure du possible afin de tirer sans avoir beaucoup de travail supplémentaire pour la collecte de données. Au cours de la réunion, nous avons discuté de quelques questions d'apprentissage et de recherche qui pourraient être les plus utiles à Madagascar et aussi à l'échelle plus vaste. Voici quelques-unes des questions clés de la recherche. Si l'introduction de la carbétocine thermostable améliorait vraiment la prévention de l'HPV dans le pays? Et si, ça c'est une question clé, est-ce que tout cet effort nous aide à empêcher davantage les hémorragies? Deuxième question, s'il y avait eu des effets nocifs compte tenu de la complexité possible pendant l'accélération du travail et l'induction. Et ensuite, ce qui est l'effort minimal nécessaire pour continuer à maintenir l'utilisation de ce médicament. Nous avons utilisé le cadre REAIM, qui est un cadre d'évaluation scientifique commun pour identifier les dimensions clés de l'évaluation. Et le R pour REACH, c'est une question de savoir quelle est la proportion de femmes qui reçoivent correctement les soins de santé primaire, efficacité, perception de l'efficacité ou de la nocivité. On ne va pas recommander un essai d'efficacité, on a déjà fait cela, mais qu'est-ce qui pourrait motiver un changement de comportement plutôt? Adoption. Combien d'établissements sont capables et désireux d'intégrer la carbétocine thermostable? Implication, ce qui se fait réellement en première ligne et ce qui fonctionne. Et enfin, entretien. Examen de tous ces éléments au fil du temps. Nous avons élaboré le cadre en tenant compte des données qui peuvent être facilement disponibles et du moment où il serait important de disposer des données, par exemple avant la prochaine grande étape d'expansion. Ce document, ce cadre d'évaluation est disponible en ligne pour toute personne souhaitant l'étudier ou l'adapter à d'autres contextes. Le calendrier idéal consisterait à utiliser le cadre au fil du temps, par exemple après 3 mois pour évaluer l'adoption initiale. Est-ce que cela a vraiment débuté, etc. Après 12 mois ensuite, avant de passer à l'échelle suivante. Et ensuite, après 24 mois, pour voir si tous ces efforts sont soutenus et durables après la mise en œuvre initiale. Je me rends compte que cette présentation était très rapide, mais voici mes coordonnées et je serai vraiment tout à fait heureuse de discuter plus si vous avez d'autres questions ou d'autres sujets de discussion. Merci. Merci, Megan. C'était vraiment de très bonnes présentations par tout le monde. Et maintenant, nous avons une période de questions et de réponses. J'encourage nos participants à poser des questions ou d'examiner la boîte Q&A parce qu'on a déjà posé quelques questions ici. Il y a une question notamment
savoir est-ce que votre travail aborde la question de promouvoir une induction plus sûre avec les ballons cathéters Foley plutôt que l'utérétonique. Donc, je pense que c'est une question de savoir si on a aussi pris en compte cette option pendant le travail sur l'accélération et l'induction. Qui aimerait répondre à la question? Oui, je pourrais répondre à la question, Debbie. D'accord, très bien. Donc, notre revue portait surtout sur l'utilisation des outils toniques et le côté médicament. C'est une option absolument cruciale et importante aussi quand on pense aux solutions ou aux alternatives, parce que le fait de dire toujours aux gens, oui, on a cet outil, ça, c'est bon, mais maintenant vous ne pouvez plus l'utiliser et qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'autre choix, non. Mais pensez à d'autres options et qui sont soutenues par les preuves et les options qui pourraient être plus sûres pour certaines personnes, ça, c'est absolument quelque chose qu'il faut prendre en compte. Oui, Giovanni, est-ce que vous avez une réponse que vous aimeriez donner aussi? Peut-être pas. OK. Je dirais que je pense que cette revue systématique. Giovanni, allez-y, oui. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend, oui. Désolé, notre revue a examiné l'utilisation des médicaments, les médicaments pour l'induction et l'accélération du travail. On a trouvé que dans plusieurs études, les médicaments ont été combinés avec les cathéters Foley dans les protocoles. Donc, même si c'est important, on n'a pas vraiment pris en compte cet aspect ou l'utilisation des folies comme une technique unique de l'induction. D'accord, merci. On a une autre question. Comment est-ce que vous pourrez renforcer l'engagement des programmes de planification familiale où il y a beaucoup d'obstacles? Est-ce que vous avez des réponses à cette question? Et surtout l'implication des hommes dans les programmes de planification familiale, là où il y a beaucoup d'obstacles. Peut-être il faut repenser à cette question un peu plus et on va revenir plus tard. Et on passe, je suis curieux de savoir si le déploiement de carbotocine thermostable à Madagascar est entièrement axé sur les produits ou est-ce qu'il s'intègre d'autres interventions visant à renforcer le système? Megan, à vous la parole. Et je pourrais aussi aider à répondre à la question, ou peut-être une autre intervenant. Oui, Debbie ou d'autres collègues, vous pourriez aussi ajouter quelque chose, si vous voulez, à propos de cette introduction. Cette introduction, c'est que c'est un déploiement dans le cadre d'un tout un paquet HPP. C'est pas seulement une formation sur un médicament, parce que comme vous savez, il y a beaucoup d'options en cours d'élaboration dans le domaine de l'hémorragie postpartum et ça fait partie des ressources, mais les ressources de formation sont limitées. Donc, l'introduction, la disponibilité doit être renforcée dans les les établissements de soins ainsi que la formation. Oui, et Debbie, si vous voulez ajouter, non, j'ai pas pu vraiment examiner la liste de participants si nous avons nos collègues de Madagascar en ligne, mais si nos collègues de Madagascar sont en ligne et si vous voulez prendre la parole et dire quelque chose ou dire quelque chose dans le chat, ce serait vraiment, vous serez les bienvenus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais je ne sais pas si vous pouvez ouvrir vos micros quand même pour ce webinaire. Charité, Francesca, est-ce que vous pouvez permettre à Charité d'ouvrir son micro? Oui, Joyce. Oui, Joyce, vous devrez pouvoir parler maintenant. I'm not hearing anything. Je n'entends rien. I think Debbie will wait for the translation. I think it might be being translated. Okay. On attend la traduction. Yeah, can you hear me now? D'accord. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, oui. Yeah, Merci. OK. Ma contribution était que je suis d'accord avec
la présentation sur Madagascar et c'est une meilleure étude de cas en termes de l'utilisation de ces médicaments. Dans cette partie du monde, on a toujours de grands défis en matière d'approvisionnement des médicaments, mais en termes de la réduction de la mortalité maternelle, surtout avec la carbétocine thermostable, je pense que c'est une solution qui a beaucoup de possibilités, de potentiel dans les pays à faible revenu comme au Kenya ou en Afrique de l'Est. Si on pourrait donc étendre ces pratiques et les résultats de cette étude de Madagascar à des pays comme le Kenya, l'Ouganda, pouvoir comment on pourrait surmonter ces lacunes en matière de disponibilité. Deuxièmement, en termes de l'approvisionnement, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les donateurs. Est-ce que lorsque le brevet va prendre fin, est-ce qu'il y aura une forme générique qui sera disponible? Et peut-être que quelqu'un pourrait parler un peu de cette situation. Est-ce qu'il y aura un médicament générique qui va être produit bientôt? Et sinon, je pense que c'est une bonne solution pour réduire la mortalité maternelle. Merci. Merci beaucoup. Je pense que il va falloir parler aux fabricants de drogue sur les génériques parce que nos intervenants ne sont pas vraiment bien placés pour répondre à la question, mais vous avez évoqué des points très importants là. La prochaine question porte sur comment vous abordez les défis liés à la distribution de HSC dans les établissements de soins. Et ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est un cadre d'évaluation pour le travail qui est effectué à Madagascar. Ce que nous pourrions faire, on pourrait envoyer cette question à nos collègues au Madagascar pour qu'ils expliquent comment ils abordent cette question de la distribution. Et je pense qu'il y a d'autres pays aussi qui sont impliqués dans ce travail de distribution et d'utilisation de carbétocine thermostable. Donc, je pense qu'en groupe, en tant que groupe, on pourrait essayer de trouver des réponses pour vous après, mais on n'a pas les réponses aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Et la dernière question ici, existe-t-il des lignes directrices pour la carbétocine thermostable dans les contextes humanitaires avec des ressources très limitées? Est-ce que quelqu'un aimerait répondre à cette question-là? Oui, je pense que je pourrais ajouter que nous anticipons qu'il y aura des lignes directrices de l'OMS sur l'HPP qui seront publiées vers la fin de 2024, 2020 ou début 2005. Et je pense que ces directives vont nous aider à mieux élaborer nos réponses et nos interventions dans des contextes humanitaires avec des ressources très limitées. Oui, aussi, dans le cadre de la suite Momentum, nous avons un projet qui travaille dans un contexte humanitaire. Ils ne sont pas représentés aujourd'hui ici, mais on pourrait peut-être les contacter pour voir s'ils font un travail spécifique lié au contexte humanitaire. Mais nous reconnaissons toujours la question de thermostabilité est très importante et surtout dans un tel contexte difficile. S'il faut avoir une réfrigération, ça va être beaucoup plus difficile aussi en termes d'utilisation de l'oxytocine. Donc, nous allons continuer à examiner toutes ces options. La dernière question ici, parce qu'il faut passer, ou peut-être ces deux dernières questions ici, on va essayer de vous retourner avec des questions par écrite pour les questions qui restent sans réponse pour l'instant, parce qu'on est presque à la fin de notre séance et je vais donner la parole à nos panélistes pour les questions. Donc, question à Megan qui a fait deux présentations et parce que vous avez parlé de l'accélération du travail, l'induction et les médicaments. Donc, quelles sont les actions que on pourrait prendre aujourd'hui pour promouvoir l'utilisation des médicaments utérotoniques? Quelles sont les
actions que les chargés de programme et les donataires pourraient prendre aussi. Merci, Dabi. Quand je pense à l'utérotonie, qui joue un rôle essentiel dans l'obstétrique, donc le fait d'avoir ces médicaments disponibles est une étape tout à fait essentielle. Mais assurer une bonne utilisation, c'est aussi ce qu'il faut faire pour réduire la mortalité. Et cela nécessite un effort soutenu et des ressources durables. Avec le déploiement de cela au niveau mondial, il est important de partager nos apprentissages sur la carbétocine thermostable et des stratégies d'adoption qui peuvent être maintenues par les ministères de santé individuelle sans avoir une aide extérieure. Quand je pense à la situation en Inde, les stratégies supplémentaires doivent être utilisées pour promouvoir un changement de comportement aussi et faire en sorte que ces changements soient durables. Très bien, merci. Maintenant, merci Megan. Maintenant à Giovanni, quels sont les défis que les metteurs en œuvre doivent aborder lorsqu'ils cherchent à améliorer l'utilisation appropriée de médicaments utérotoniques dans l'accélération du travail et l'induction? Merci. En effet, oui. Ce que Megan vient de dire, la mise en œuvre est essentielle. Et les défis, à mon avis, reposent sur 5 ou 6 relèvent de context relevant guidelines that are to be disseminated. And the second is that for proper dissemination, the context should be receptive and appropriate. And under that second challenge, I see environmental pressure with families and communities pushing for increased use of augmentation, organizational culture of routine, non-medically indicated augmentation, and a possible mismatch between facility managers and clinicians, the frontline those giving oxytocin. The third challenge is the Le troisième défi, c'est une approche multisectorielle pour nous assurer que les prestataires suivent les lignes directrices et soutiennent le changement mis en œuvre, que les communautés s'engagent pour sortir de ces mauvaises conceptions à propos de l'induction et l'accélération. Ensuite, un leadership fort, politique et à tous les niveaux du système de santé. Et finalement, les finances. Il faut que les fonds soient obtenus pour la mise à l'échelle de ces nouvelles pratiques et ces nouvelles lignes directrices. Merci. Merci, Giovanni. Alors rapidement, Suzanne Gorav, nous n'avons presque plus de temps. Alors rapidement, quels sont les plus grands défis et les plus grandes opportunités à la mise à l'échelle de la gestion du HPP par rapport à vos résultats? Quelles sont des considérations, des recommandations pour ceux qui vont mettre ceci en œuvre et qui s'intéressent à votre travail? Oui. Alors, rapidement, on a vu un certain nombre d'opportunités pour s'assurer que le champ de la pratique correspond aux lignes directrices actuelles. Et il faut aussi renforcer les liens d'une manière réglementaire et aussi par le biais d'associations professionnelles dans le secteur public et le secteur privé. Et par le biais de cette collaboration, je pense qu'il y a d'énormes opportunités pour une amélioration de la qualité des processus, par exemple le renforcement des systèmes d'orientation et vraiment cette focalisation sur une plus forte collaboration privée-publique. Et maintenant, je vais donner la parole à Gorav pour ses commentaires. Je pense que vous avez tout couvert, hein, Suzanne. Je n'ai rien à ajouter. Merci. Thanks to both of you. And thank you, Debbie.
Merci No, thanks to à tous les all the deux. presenters. Merci It's à been tous a great webinar. nos intervenants. As Ça a they été un said, très we're bon gonna webinaire. begin, Alors, nous allons the recevoir slides and les there's diapositives actually a recording that will go out et to un all the enregistrement registrants. qui sera Please make envoyé à sure toutes les personnes add qui any se sont last questions you enregistrées. have. We'll try to make sure they Alors, get answered. vous pouvez ajouter toutes Really appreciate questions everybody who's joined. au And I document. just want to give On huge y thank répondra yous to après. MKA Et who donc, helped je organize veux it, the presenters remercier who were MKA qui a fantastic. organisé ceci, Great, les lots of intervenants, great les information. conférenciers, beaucoup de Thanks très to all bonnes of you for informations. joining us. Et merci à I tous de think nous we've avoir brought some rejoints. important messages Je to pense everyone. que I think we need nous to avons keep communiqué on des AIDS messages prevention. importants. On We've doit got to continuer à travailler sur make la sure we've got prévention du quality assured HPP. medicines On and make doit sure we're s'assurer working on qu'on the a no des médicaments evidence-based avec une phase assurance de one vote that we qualité. learned about On through a promoted ce trial. paquet And on infection augmentation, sur I'm la going to ask HPP. that Et sur all countries really l'induction take et a look at what's l'accélération, happening. j'aimerais que tous You les know, no pays catching the can. examinent ce qui se passe. Ne mettons pas notre tête dans le sable. Surveillons, regardons ce qui se passe dans nos pays. C'est un problème partout. On ne comprend pas forcément tout le champ, l'envergure de tout ceci, mais on doit tous y travailler. Alors maintenant, à Francesca pour la conclusion. Merci, Debbie. Alors, encore une fois, je remercie nos nos conférenciers. Alors, merci d'avoir partagé votre travail avec nous. Alors, nous allons demander à tous les participants de prendre quelques instants pour remplir l'évaluation qui vient d'être partagée dans le chat. Et on va la repartager dans le chat. Alors, s'il vous plaît, cliquez sur cette évaluation. On aimerait entendre le point de vue de toutes ces 151 personnes qui sont connectées et pour que nous tenions en compte vos retours pour des événements à l'avenir. Alors, merci à tous les participants et, et merci pour vos questions et pour un chat très actif. Alors maintenant, je vais vous laisser continuer votre journée. Alors, merci d'avoir participé. Thank you.